Dans l'épisode précédent, je t'avais partagé comment j'ai quitté ma vie d'avant pour ralentir, vivre avec moins et surtout vivre mieux. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin et j'avais envie de te dévoiler mes 10 non négociables, ces piliers du slow living qui guident mes journées et m'apportent sérénité, clarté et joie. Alors prépare-toi à ralentir le rythme et à réellement t'inspirer pour avoir une vie plus apaisée. Je suis Laetitia, thérapeute et facilitatrice d'espaces de libération, de transformation et d'expansion. Ici, je partage des réflexions sur le corps, l'énergie, les émotions, la liberté d'être soi. Ce sont des pensées, des traversées et des expériences vécues. Chaque épisode est une invitation à renouer avec des parts de soi, à élever sa conscience, à se libérer, se révéler et rayonner. Si ce que je partage te touche, t'aide ou te parle, tu peux soutenir le podcast en lui laissant 5 étoiles, un commentaire ou en le faisant connaître autour de toi. Merci pour ton soutien précieux. Et maintenant, place à l'épisode. Chers auditeurs, chères auditrices, hello la tribu, j'espère que vous allez tous et toutes très bien pour cette fin de semaine. Et puis aujourd'hui, on va venir explorer la partie numéro 2 de l'épisode de la semaine dernière. Donc j'espère que tu étais là et que tu as écouté l'épisode de la semaine dernière dans lequel j'introduisais la notion de slow living et dans laquelle j'ai vraiment partagé tout mon début d'histoire de parcours en fait avec le slow living. J'ai surtout expliqué les événements marquants qui ont fait que j'ai basculé dans cette philosophie de vie, ou plutôt je dirais de retrouver un rythme de vie beaucoup plus naturel, parce que je trouve, et je le pense profondément que le slow living est en fait un mot bien savant pour dire que c'est tout simplement la façon dont doit vivre l'être humain en fait, et qu'on s'en est éloigné. Donc dans cet épisode qui est en fait la partie 2, que j'ai coupé en deux, sinon ça faisait vraiment un épisode beaucoup trop long, c'est tout simplement la suite dans lesquelles je te partage les 10 principes du slow living qui sont en fait devenus mes 10 non négociables pour pouvoir suivre ce principe de vie et pouvoir se reconnecter toujours plus à soi, d'être en pleine présence, en pleine conscience, et de vraiment pouvoir, surtout, en fait, le but de tout ça, le but ultime de tout ça, vivre de façon plus libre, se sentir apaisé, en paix, et franchement, beaucoup plus efficient, en fait, en réalité. Donc voilà, je vous souhaite un excellent épisode comme d'habitude, et puis j'ai hâte que vous me partagiez tous vos retours par rapport à celui-ci, ce que ça aura fait émerger en vous. Et l'épisode va reprendre directement là où il s'était coupé la semaine dernière. Donc voilà tout ce que m'a apporté ce mode de vie. Donc tout ça pour vous partager finalement les 10 non négociables que je suis en fait, et que j'essaye de suivre le plus possible au quotidien pour une vie vraiment plus sereine, plus apaisée, mais aussi plus alignée et même plus productive, parce que c'est vraiment ça qui me permet finalement aujourd'hui d'être plus productive, et pourtant je ne l'aurais jamais cru, moi qui ai toujours tendance à en faire trop, à vouloir faire vite. Ce mode de vie m'aide à ralentir et à poser plus d'intention, plus de présence, de conscience, et à être plus productive au final, d'avoir beaucoup plus de résultats. C'est ça qui est extrêmement intéressant, surtout si tu m'écoutes et que tu es entrepreneur ou entrepreneuse, ou que tu as plein de projets, etc. Sache que ça va vraiment être game changer pour toi. La première chose, ça va être de ralentir le rythme. Quand on a l'impression que on ralentit, en fait non, on va ralentir encore plus. On va prendre le temps de faire les choses avec présence, douceur. On va vraiment ralentir, on prend le temps. Au lieu de se dire, ouais vas-y, je vais vite fait faire ma to-do list, je vais aller le plus vite possible faire tout, je me pose, je me connecte à ma to-do list, je la regarde, je la relis tranquillement, je m'apaise face à elle. Et je la commence en conscience. Et je ne me donne pas forcément de délai pour tout terminer. Alors là, c'est un conseil que moi, je m'applique beaucoup et qui, je pense, est applicable pour les personnes qui sont plutôt comme moi, qui ont tendance à pas procrastiner, mais à l'inverse, faire une procrastination inversée. C'est-à-dire que vouloir remplir, faire plein de choses, se disperser, pour finalement éviter de faire la chose essentielle. Voyez un peu le truc tordu. Donc si t'es comme moi, essaye de repérer ça, ça va grandement t'aider, et du coup tu vas ralentir à fond et ne pas te donner de deadline forcément surtout extra serré, pour pas augmenter le stress justement et l'anxiété, mais vraiment pouvoir prévoir large, vraiment prévoir de la flexibilité dans ton planning. Moi c'est vraiment ce qui m'aide.
et de vraiment faire les choses avec plus de présence, de conscience et pouvoir avoir de la marge de temps pour le faire. Donc ça veut dire aussi prévoir un planning très allégé, le plus allégé possible. Et ça rejoint un autre principe que j'ai déjà parlé, je crois, je ne sais plus dans quel épisode, mais c'est que on va vraiment imaginer que on a un vase qui ne peut pas se remplir plus que un strict maximum, comme une carafe d'eau, sinon ça déborde. Bah là c'est pareil. Sauf que cette ligne limite qui est en haut, qui est maximale, nous, on va dans une philosophie de slow living aller chercher un cran en dessous. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller taper dans le max, on va se dire ok, je vais toujours taper dans le 80 ou le 60 en fonction de ta sensibilité, de comment tu as envie de manager le truc, mais de déjà juste rabaisser le curseur. Comme ça, il y a toujours une marge aussi de flexibilité dans ton quotidien au cas où tu as un moment plus de rush, etc. Parce que c'est quelque chose qui arrive dans la vie de tous les jours, dans le quotidien. On ne maîtrise pas tout. Et bien heureusement d'un côté, mais ça veut dire qu'il faut aussi le prévoir. Donc il y a une marge un peu entre guillemets d'erreur, et donc il faut la prévoir. Et comme ça permettra d'être toujours, malgré tout, dans une forme de flexibilité. Et si aujourd'hui, tu es dans une vie qui est à 100 à l'heure et que tu t'es un peu enfermé avec les années dans beaucoup de responsabilités, dans beaucoup d'engagements, et dans beaucoup de tâches, etc., l'idée, ça va être de faire un gros travail de réflexion, d'introspection pour voir dans ton quotidien, peut-être même le placer devant toi, faire un tableau, et vraiment dire, ok, là, dans tout ce que je me suis engagée à faire, dans toutes les responsabilités que j'ai depuis des années, qu'est-ce que je peux enlever ? Il faut absolument passer par ça, faire du tri. Faire du tri, que ce soit dans ses placards, dans ses vêtements, dans ses placards de cuisine, que ce soit dans sa tête, que ce soit dans son planning. Il y a cette philosophie un peu de minimalisme pour pouvoir vraiment faire du tri, pour se libérer. Encore une fois, comme je le disais au début de l'épisode, dans ce fameux sac à dos, qu'on ne pourra pas remplir plus. Il y a une capacité limitée et en plus de ça, plus on le surcharge, plus ça devient lourd à porter. Donc dans son quotidien, on va faire la même chose, on peut imaginer par exemple un tableau, on va lister les tâches, on va lister un peu les engagements, les responsabilités, etc. Et on va leur donner aussi un niveau un peu de lourdeur, comme si ça avait un poids réel. Ça en kilos, ça représente quoi dans ton sac ? Est-ce que ça représente seulement 500 grammes ? Est-ce que ça représente 1 kilo ? Est-ce que ça représente 10 kilos ? Si c'est très lourd à porter et que ça ne t'apporte pas autant que ce que tu portes, pourquoi le garder comme tel ? Peut-être il faut le modifier, le simplifier, ou peut-être simplement l'enlever complètement de ta vie. Ça va dépendre, il va falloir entrecroiser les choses en mode est-ce que c'est utile, encore une fois, est-ce que ça répond à un besoin, est-ce que ça vaut. Comme quand on choisit quelque chose dans les magasins, quand on achète quelque chose, on regarde la qualité, le rapport qualité-prix, là c'est pareil, on va regarder ce rapport qualité, remplissage de besoins, d'utilité, etc. avec qu'est-ce que ça me fait porter comme poids. Un exemple concret pour ma part, par exemple, c'est que j'ai fait le choix de ne pas développer dans mon activité, par exemple, beaucoup de one-to-one, beaucoup de séances individuelles, avec surtout sous format cabinet classique, avec justement recevoir des personnes les unes après les autres, etc. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais là je vais me concentrer sur celles qui coïncide avec justement cette idée-là de slow living, c'est que pour moi, faire ça demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus lourd en fait dans mon sac à dos, pèse beaucoup plus lourd que faire des sessions collectives dans lesquelles je me connecte à une énergie de groupe, dans lesquelles j'ai l'impression d'être utile à un groupe, où j'ai l'impression de vraiment faire du bon travail et où en plus finalement j'ai un regain d'énergie quand je le fais. Donc finalement, beaucoup plus efficace, utile et intéressant pour mon énergie, pour moi, de faire ça plutôt que de remplir mon agenda avec l'autre chose. Pourtant, mon mental, des fois, se dit « mais ce serait quand même peut-être plus rentable de faire plus de séances individuelles et que peut-être ce serait mieux de mettre ça en place parce que c'est quand même dans la logique un peu ce qu'on attend de toi et puis en plus, c'est ce que la plupart des gens font pour réussir dans tel type d'activité, etc. » Donc ça, c'est un peu le mental qui vient s'activer, qui vient analyser, qui vient un peu réfléchir par rapport aux données qu'il a, etc. et pour pouvoir se sécuriser. Mais en réalité, je préfère rester alignée à qui je suis, à mon énergie, à mon âme et à cette philosophie qui m'apporte tant et qui me permet de garder de la qualité dans ce que je propose, plutôt que de me
de me laisser aller dans quelque chose qui va me prendre beaucoup d'énergie, qui va finalement me desservir sur le long terme et qui va finalement ne pas être productif, efficace, efficient, etc. Donc voilà, j'espère que vous voyez un petit peu l'idée avec cet exemple. Bien sûr, c'est un exemple parmi tout, parce qu'on peut faire ça avec tout notre quotidien, donc c'est un gros travail d'introspection, de réflexion pour le coup, mais je vous encourage à le faire parce que c'est ultra intéressant de voir à quel point on peut parfois se surcharger pour pas grand chose. Et ça permet aussi de faire un gros travail de connaissance de soi, mine de rien, parce qu'on va devoir se poser la question à chaque fois de est-ce que ça dessert mon énergie ou est-ce que ça s'aligne avec mon énergie, est-ce que ça me réénergise ça ou pas? Donc il y a vraiment aussi cette idée de se revitaliser grâce à ce mode de vie. Comme je vous en parle souvent, ça rejoint vraiment cette idée de vitalité où on va pouvoir avoir de manière générale plus de joie, plus de vitalité, plus de sérénité au quotidien. Alors, le deuxième point, c'est d'avoir une présence consciente. Donc, évidemment, c'est ce que je disais depuis le début, c'est d'être pleinement dans cet instant, d'éviter la précipitation et aussi le multitâche. Moi, j'étais quelqu'un qui avait tendance à vouloir faire tout le temps du multitâche, encore certainement dans une idée de gain de temps ou voilà, mais c'est un peu contre-productif. Il faut savoir que le cerveau n'est pas programmé, n'est pas capable de faire du multitâche de manière efficiente. Donc on peut très bien faire plein de choses différentes dans sa journée, mais l'idée c'est quand on se met sur quelque chose, on s'y met en pleine conscience. Ça va permettre de vraiment pouvoir se connecter à ses ressentis, à ses émotions du moment, à la tâche qu'on est en train de faire. Il y a une pleine présence. C'est comme si sinon moi j'étais là en train de vous partager ce podcast, de vous parler, et qu'en même temps j'étais en train de penser à ma journée de demain. Ça ferait complètement perdre de qualité de présence, de qualité dans ma voix, etc. Pareil, ce que je conseillais beaucoup à mes clients et clientes à l'époque, pour progresser en souplesse et en mobilité, elles me disaient souvent, mais du coup, comme j'ai pas beaucoup de temps, est-ce que je peux faire mes exercices devant la télé? Et moi je répondais toujours, alors, je conseille plutôt que non, parce que pour moi, ça a toujours été le cas que c'est mieux de faire les choses en conscience, en fait on progresse plus, parce que du coup tu as une connexion à ton corps, à ta respiration, à tes ressentis, donc tu es en train de développer en fait une connexion entre corps et tête, entre le système nerveux, ton système nerveux est littéralement en train d'apprendre un mouvement, est littéralement en train d'apprendre à s'assouplir, à se renforcer, etc. Donc si tu es en pleine conscience, en pleine présence à ce moment-là, tu maximises ton gain. Si tu le fais devant la télé, si vraiment t'as pas d'autre choix ou que vraiment t'as envie, pourquoi pas, hein, c'est pas interdit, mais tu vas perdre en qualité d'engagement et en qualité de présence. Donc selon moi, tu perds en gain, en efficacité et en qualité. Voilà. Après, on fait comme on peut, mais c'est pareil pour, par exemple, t'es peut-être sûrement en train d'écouter ce podcast en conduisant ou en faisant la vaisselle. Alors, pourquoi pas, quand c'est une tâche un peu répétitive, on peut se dire que écouter quelque chose en même temps, ça peut totalement se faire. Mais d'un autre côté, si tu étais pleinement connecté à ce podcast et que tu étais vraiment connecté à ma voix, que tu étais en train d'en même temps ressentir ce que ça te fait ressentir en toi, ce que c'est en train de te faire cogiter, qu'en même temps peut-être tu es en train de décrire ce que ça te fait émerger, tu es dans une qualité d'engagement et de présence qui fait que tu es déjà en mouvement, tu es déjà en train de travailler sur toi et tu es déjà en train d'amorcer quelque chose. Alors que si tu es en train de faire autre chose en même temps, il y a des moments où tu vas peut-être décrocher, tu vas pas totalement écouter, tu vas pas totalement entendre tout ce qui se passe. Voilà, encore une fois, de la présence consciente. Le troisième non négociable, c'est de vraiment prioriser l'essentiel. C'est se concentrer sur ce qui a de la valeur pour soi. Et j'insiste beaucoup sur le pour soi. Très très important pour pouvoir développer plus d'énergie, de joie, de sérénité au quotidien. C'est de faire le tri, encore une fois, dans toutes ces tâches qui viennent vider l'énergie, qui sont que des to-do list, etc. Et vraiment se concentrer sur ce qui a de la valeur pour soi, ce qui est important pour soi, ce qui permet de finalement combler l'âme et de réénergiser. Donc par exemple, on voit souvent cette phrase et elle est très vraie, c'est de faire au moins une fois dans sa journée quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien. C'est super important de se prioriser et puis de prioriser ensuite l'essentiel, c'est-à-dire par exemple ma séance de sport est un essentiel parce qu'elle me permet de prendre soin de mon corps, de moi, de ma confiance en moi,
de mon mental, etc. Donc c'est un essentiel, c'est un non négociable et c'est pas quelque chose que je dois remettre au placard au profit de quelque chose d'autre. Si je dis bah non, je fais pas mon sport parce qu'en fait finalement je suis trop fatiguée, puis qu'en fait je dois rentrer, je dois encore faire ça et que je priorise finalement ma to-do list, alors soit il y a un défaut d'organisation et du coup il faut rattraper un peu le temps perdu et puis après il faut essayer justement de mettre en place un planning plus allégé, avec plus de flexibilité, comme au tout départ je le disais, pour éviter de se retrouver dans ce cas où on n'a plus le choix de faire parce qu'on a pris trop de retard, par exemple, ou éliminer complètement des choses, voilà, se simplifier la tâche au maximum, parce que faire ton sport est essentiel pour toi, pour ton hygiène de vie, ta santé, etc. C'est quelque chose qui a de la valeur pour toi, donc tu vas le faire. Voilà, tout simplement. Donc c'est prendre le temps, encore une fois, de prioriser ses tâches et de savoir ce qui est vraiment essentiel et qui a de la valeur pour soi. Mais pas qu'il y a de la valeur genre oui, bah pour moi ça a de la valeur ça parce que bah voilà, il faut que je le fasse. C'est vraiment de la valeur, qu'est-ce que ça m'apporte quoi? Est-ce que c'est quelque chose qui me fait évoluer? Est-ce que c'est quelque chose qui m'augmente quelque chose ou qui me diminue le stress ou qui m'augmente la confiance ou qui me permet d'être plus sereine ou qui me permet de gagner de l'argent aussi, et puis que ça a de la valeur. Enfin, en tout cas, il faut vraiment se faire ce travail-là de prioriser l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? Qu'est-ce qui est une priorité pour toi? Je le dis depuis le début, mais le 4e point, c'est de privilégier la simplicité. Donc favoriser vraiment des routines et des activités simples, sans surcharge inutile. Vraiment de garder les choses au plus simple. Alors moi je suis la pro pour vouloir complexifier tout le temps. J'ai un cerveau comme ça et c'est d'une galère des fois pour simplifier, mais c'est une clé fondamentale. Sinon, on se retrouve dans cette surcharge mentale ou autre, ou une surcharge d'un coup de travail parce qu'on a voulu complexifier, et on se retrouve finalement à déséquilibrer tous les autres points. En fait, juste de ce point-là, on peut tout enlever, tout venir faire baisser les autres curseurs. Donc c'est dommage. Vraiment de simplifier permet encore une fois de garder cet état d'esprit de je fais les choses, ça me permet de faire les choses avec de la conscience, de la présence et du ralentissement. Je préfère faire simple, moins, mais de faire mieux, plus qualitatif. Et ça m'amène au point d'après, le point 5, où on va privilégier la qualité plutôt que la quantité. Ça, c'est un principe fondamental pour moi, c'est de tout choisir en fonction de ce principe. Que ce soit ses expériences de vie ou expériences spirituelles même. Tous les objets qui nous entourent, les aliments que l'on mange, les relations, tout ça doit être de qualité, de première qualité, et non pas de quantité. Il vaut mieux manger moins et manger de qualité. Il vaut mieux avoir moins d'amis, mais avoir des amis de qualité. Il vaut mieux faire moins d'expériences dans sa vie, mais quand on en fait une, c'est que on a vraiment mis de la valeur dedans, on a vraiment voulu faire cette chose-là, le faire en conscience encore une fois, plutôt que, par exemple, je vais prendre un exemple bateau, mais il y a beaucoup de personnes qui enchaînent les retraites spirituelles, qui enchaînent les expériences spirituelles pour avoir toujours plus, pour avoir l'impression d'évoluer toujours plus, mais en fait, c'est pas en faisant plus ce genre de choses qu'on évolue plus. Il y a un temps d'intégration déjà entre chaque chose pour vraiment que le corps puisse intégrer, que l'on puisse incarner ensuite dans notre quotidien les transformations. Donc enchaîner ne sert strictement à rien de ce point de vue-là. Et c'est pareil avec tout finalement, c'est pareil avec tout. Le 6e point, évidemment j'en parle depuis le début de l'épisode, moi ça a été par là que ça a commencé, c'est la connexion avec la nature. Prendre le temps d'être en contact avec la nature pour se ressourcer, se régénérer le plus possible. On oublie vraiment le pouvoir de la nature. On l'oublie vraiment sincèrement. Rien que de faire des bains de forêt ou d'aller se balader ou de juste, ne serait-ce que regarder un arbre et se connecter à cette énergie de l'arbre avec les feuilles qui bougent, avec le vent, se connecter à ça, juste être en pleine présence contemplation de cet arbre, fait du bien et permet de ralentir instantanément. En fait, la nature nous permet de nous reconnecter à un cycle naturel justement, à un cycle plus doux, au rythme de la nature, au rythme solaire, au rythme en fait de la vraie vie et pas de la société humaine. La 7e chose, et ça vous le connaissez certainement, on en parle énormément, c'est de faire
plus de déconnexion digitale. Donc c'est pas forcément ne plus regarder la télé, plus jamais, d'enlever la télé de chez soi, moi je l'ai fait aussi, hein, mais c'est de réduire le temps passé devant les écrans pour éviter la surcharge mentale. On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Faites le test, s'il vous plaît, vous verrez la différence. Ou peut-être vous l'avez déjà fait. Pour moi, ça a été game changer. On ne se rend pas compte de tout ce qu'on emmagasine comme information à la minute, à la seconde, en regardant la télé ou en regardant les réseaux sociaux, par exemple. Surtout les réseaux sociaux, c'est encore pire, je dirais. Mais la télé aussi, c'est pas mal dans le délire. Et en fait, de simplement être beaucoup plus en présence, encore une fois, et en conscience de ce que l'on regarde comme programme, de si on est en train de regarder ou scroller par automatisme, ou si vraiment on était en train dans une démarche de se dire, ok, bah là aujourd'hui, j'ai envie de me poser, j'ai envie de rigoler, je m'allume la télé, je me mets Friends et je me plonge dans l'univers de Friends parce que j'ai envie. Voilà. Ça c'est ok. Je vais sur Instagram parce que j'ai envie d'aller voir les infos sur mon Instagrammeuse favorite ou voilà, j'ai besoin de me renseigner sur un sujet ou de voir quelques infos. Ok, j'y vais, je regarde le compte en question, je mets quelques j'aime, je me commente, je me fais plaisir, je rencontre l'univers de cette personne, je me connecte à cette personne finalement, même si c'est par Instagram et photos ou quoi interposées à distance, mais on se connecte pleinement en fait à une personne qui est derrière, et on ne fait pas en fait du consommage comme ça en automatique, en mode oh poup, on scrolle, on se connecte en fait, on se connecte. Le 8e point, c'est de prendre soin de son bien-être global, et évidemment, puisque c'est ça aussi le socle de tout le reste. Pour se sentir bien, il faut prendre soin de son corps, de son esprit, avec douceur, bienveillance et un petit peu de structuration. Comme je disais tout à l'heure aussi avec le sport, bah voilà, que ça devienne peut-être un point de non négociable, parce que c'est essentiel à soi, c'est essentiel pour être un socle puissant et fondateur de tous les autres piliers qui vont nous permettre de nous expanser aussi. Le 9e point avec lequel j'ai un peu de mal, je l'avoue, c'est la patience et l'acceptation. Donc c'est d'accepter les cycles naturels et les temps de calme nécessaires. Donc là, ça parlera aux personnes justement comme moi qui ont peut-être encore ces conditionnements il faut faire beaucoup, il faut faire vite, de trouver sa valeur et son mérite dans le faire plutôt que le être, on parle souvent de ça. Ben ça va être de développer justement une confiance et un apaisement face au cycle naturel et au temps de calme, de repos, de ralentissement. Donc typiquement, quand par exemple il y a un moment de calme où il n'y a rien, il y a du silence, on va éviter de mettre un bruit de fond avec la télé, on va essayer de se contenter, de se satisfaire de ce silence et de voir ce qu'il nous apporte. Au début, ça va créer un peu peut-être de stress, d'angoisse, et puis au fur et à mesure, on va commencer à s'introspecter, on va commencer à voir que ah ouais, tiens, ça augmente de mon angoisse. Pourquoi ? Qu'est-ce que le bruit vient dire de moi ? Pourquoi j'ai envie de me sentir remplie de ce bruit ? Pourquoi le vide me stresse ? Etc. Pareil, si par exemple tu es entrepreneur encore une fois ou entrepreneuse et que tu as une période de vide en termes de chiffre d'affaires, que tu as l'impression qu'il n'y a rien ne se passe, c'est qu'en fait il n'y a pas rien qui se passe. Il y a des choses au fond, dans l'invisible, au fond de toi, dans ton corps, qui sont probablement en train d'émerger, qui sont en train de s'infuser, de s'intégrer, et il y a des nouvelles graines qui sont en train d'être plantées pour le prochain cycle. Donc en fait, souvent, quand à l'extérieur, on a l'impression qu'il ne se passe rien, à l'intérieur, il se passe beaucoup. Donc c'est aussi accepter que tout ça fait partie d'un cycle en mouvement aussi, et qui est impossible à freiner, qui est impossible à changer en fait. Ça fait partie de la vie. Et le 10e point, évidemment, et là ça va rejoindre la philosophie aussi du minimalisme, c'est de consommer de manière réfléchie, d'acheter moins, mais mieux, avec conscience, de faire du tri dans ses placards, de pas avoir trop d'objets autour de soi pour retrouver de la clarté mentale, de vraiment d'enlever cette surcharge mentale qui est avec beaucoup de bordel autour de soi, d'avoir aussi un environnement qui est clair, donc qui est clair, qui est rangé, mais surtout pas que rangé, parce que si derrière par exemple on sait tout ranger, on a l'impression que c'est clair, mais qu'en ouvrant les placards c'est bourré d'objets, bourré de vêtements qu'on ne porte pas, etc.,
et qu'on n'a même plus conscience qu'on a, certainement, ben finalement, il n'y a pas de clarté à l'intérieur du cerveau non plus. En fait, on prend notre environnement extérieur de la même manière que notre environnement intérieur. Monde extérieur, monde intérieur est égal le reflet de lui-même, le reflet entre les deux. C'est-à-dire que si mon monde intérieur est encombré, que je cherche à combler des vides, je vais surcharger mon monde extérieur, d'expériences, de relations, de projets ou d'objets dans mes placards, etc. Mais si mon monde intérieur est apaisé, que je fais du tri, etc., que je m'introspecte, je vais avoir envie naturellement de consommer moins de relations, de consommer moins de vêtements, d'objets et moins de nourriture, etc. Si mon monde extérieur est surchargé, peut-être que ça peut m'empêcher aussi de libérer de la place à l'intérieur. Si je commence par me dire, je fais du tri dans mon extérieur et je vois ce que c'est en train de venir me faire taper à l'intérieur, par exemple, vas-y, je vide mes placards, je n'ai plus que 2 jeans, 2 robes et 2 t-shirts. Et voilà, je me débrouille avec ça, c'est bien assez pour survivre en fait. Et voilà, et ben... Qu'est-ce que ça va venir faire émerger chez moi? Du stress, de l'anxiété, j'ai l'impression de manquer d'un coup, peut-être que j'ai l'impression de plus être assez belle, assez fashion, peut-être que du coup, mon image ça vient taper en fait sur mon image avec moi-même, peut-être que j'accepte pas qui je suis, peut-être que j'accepte pas mon corps, peut-être que le reflet que j'ai de moi-même, j'ai l'impression que du coup, je dois faire des efforts de fou avec mes vêtements ou pour me donner une belle image et tout à l'extérieur, peut-être que j'apporte trop d'importance au regard des autres sur mon image. Ça va forcément venir créer quelque chose. Il y a une résistance qui va se créer. Ou peut-être que ça va être tout simplement, bah ouais, vas-y, j'ai écouté le podcast de Laetitia, j'ai envie de me mettre à faire du tri, je comprends le principe, je sens que ça pourrait me faire du bien, et une fois que je commence à m'y mettre, j'arrive à rien jeter, je n'arrive pas à le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire de toi? Pourquoi t'arrives pas à jeter cet objet alors que pourtant tu le sais au fond de toi qu'il est inutile, tu l'as pas utilisé depuis 1 an, il est là au fond de ton placard, il est plein de poussière et tu l'utilises jamais, tu l'avais même oublié et en faisant le tri tu l'as redécouvert et tu te dis ah non, je vais le garder quand même, on sait jamais, ça peut être utile. Qu'est-ce que ça vient dire de toi? Est-ce que ça vient parler d'un manque de confiance, d'un manque de confiance dans le sens où tu as l'impression que tu vas manquer tout le temps, tu essayes de te sécuriser de cette manière? Qu'est-ce que ça t'apprend de toi? Voilà un petit peu le travail introspectif que peuvent donner ce genre de travail sur son monde extérieur. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous ai vraiment partagé là vraiment ma philosophie de vie par rapport au slow living et au minimalisme. J'aime énormément partager ça avec vous. J'espère que ça vous aura inspiré des choses. Venez me partager ce que ça vous aura inspiré. Je suis vraiment très très curieuse de voir votre rapport par rapport à ça, ce que ça vous aura fait peut-être réfléchir ou pas. Et nous, on va se retrouver très très bientôt à la rentrée pour nos sessions ensemble. J'ai super hâte de vous retrouver en présentiel. Je n'oublie pas les personnes aussi qui sont loin et qui m'écoutent. Merci beaucoup pour votre soutien. J'ai vraiment envie aussi de pouvoir vous offrir davantage avec, en plus de ce podcast. Mais voilà, les choses vont arriver avec douceur et présence et vraiment conscience, n'est-ce pas? Donc voilà, j'essaye de faire les choses avec le plus d'incarnation possible pour pas précipiter les choses, même si j'ai tellement d'idées, tellement de choses que j'ai envie de faire, mais voilà, j'essaye vraiment de respecter ces principes parce que sinon, par le passé, je sais à quel point ça peut nous cramer et ensuite finalement faire que tout s'effondre. Alors merci encore une fois, 1000 fois pour vos écoutes et votre présence, votre engagement ici. N'oubliez pas de prendre le temps, de respirer, de faire du silence dans votre quotidien. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et un excellent week-end. Je vous dis à très vite. Ciao la tribu!